Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir. C'est avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, expert en gouvernance, par ailleurs consultant médias et communication, Agapit Napoléon Maforican. Nous avons d'autres précisions par rapport à ce qui se passe depuis hier en Guinée. Le nouvel homme fort, Doumbouya, qui a d'ailleurs rencontré les anciens ministres, les anciens ministres du gouvernement d'Alpha Condé et les anciens présidents d'institutions. Bien évidemment, tout le monde a répondu à l'appel, à l'invitation du colonel Doumbouya, parce que si vous n'y répondez pas, justement, vous serez traité de rebelle. Et tout le monde a répondu. Agapit Napoléon Maforican. Les choses sont en main. Ils n'ont pas le choix dès que dans un système de prise de pouvoir, lorsque les points stratégiques sont au mai des mutins et qu'il n'y a pas de contestation à l'interne qui empêche, qui peut créer une situation d'affrontement, comme ça s'est passé hier où tout s'est déroulé dans le calme, sans bain de sang. Il n'y a pas de raison. Il y a une autorité de fait qui s'est installée. Un État, c'est un territoire des populations et une autorité, un pouvoir politique, un pouvoir public, un gouvernement, donc un pouvoir, des pouvoirs publics. Alors, on ne peut pas admettre un État sans pouvoir. Or, hier, ce dimanche 5 septembre, il s'est créé une situation de fait en Guinée, c'est-à-dire le pouvoir constitutionnel a été démis, a été déposé, donc a fait l'objet de ce qu'on appelle un coup d'État. Donc les militaires ont maîtrisé le président constitutionnellement élu, ont dissous les institutions de la République, donc la Constitution qui les crée. Du coup, il s'est créé un pouvoir de fait dont on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais ne pas aller à la réunion pose un problème. C'est un pouvoir, c'est parce qu'ils sont allés à la réunion qu'ils sont d'accord avec la situation. Mais ils sont tenus d'y aller parce que c'est l'autorité suprême de fait installée qui les appelle. Ils n'ont pas le choix. Ils devraient y aller. Même les ambassadeurs convoqués doivent aller. Mais aller à la réunion, c'est une forme d'adhésion. Non, c'est pas ça. Un État ne fonctionne pas de cette manière. C'est pas une association. C'est un État. Et donc, à l'intérieur, il y a un pouvoir politique. C'est un pouvoir de fait. Donc, y aller, c'est aller écouter ce que l'autorité, peut-être qu'il va dire, bon, on remettra le pouvoir au président de l'Assemblée nationale et non, on organisera les élections. Peut-être qu'il va dire, bon, il faut aller écouter. Même les ambassadeurs convoqués doivent aller. Ils peuvent envoyer leur chargé d'affaires. Mais ils sont tenus d'aller et rendre compte à leur chancellerie, à leurs États, pour dire, ah, voilà la situation. Donc, c'est une autorité, il est le président de fait de la République de Guinée, qu'on n'accepte pas, en droit international, en Sciences Po, c'est une autorité, c'est un pouvoir qui s'est installé, on légitime pas, il a beau être illégitime, c'est un pouvoir de fait. C'est pour ça qu'on l'appelle pouvoir de fait. C'est-à-dire que c'est un fait accompli qui s'impose aux gens, mais que les gens peuvent ne pas accepter. Donc il peut en avoir qui dit je ne le reconnais pas comme une autorité légitime. Je ne le recevrai pas. On ne le reconnaît pas. Il a qu'à remettre le pouvoir. Mais c'est un pouvoir de fait. On doit tenir compte de ça. Et dans les relations internationales, il peut signer des actes. Il peut. Donc, de toute façon. Et là, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. En tout cas, au regard de ce qui a été d'ailleurs dit à cette concertation, donc avec les mutins, tout simplement, on constate qu'il y aura quand même poursuite d'un certain nombre en ce qui concerne le fonctionnement par les secrétaires généraux donc des différents ministères. Les compagnies minières vont continuer par travailler et donc il y aura toujours des investissements étrangers donc dans le pays, mais ils promettent justement mettre en place un mécanisme pour conduire la transition jusqu'au rétablissement d'un certain nombre de choses. C'est la même chose qui se passe à Agapit Napoléon Maforican, presque dans tous les États où on a connu ce genre de situation. Après du moment où on a mis de côté l'ordre constitutionnellement établi, il faut bien mettre en place un nouvel ordre. Et ça ne peut pas se gérer avec un individu seul.
Donc on a dit un pouvoir. Le pouvoir n'est pas incarné par... Il faut mettre en place les mécanismes de gestion de ce pouvoir-là. Et donc, le premier élément, c'est cette réunion-là. L'administration doit continuer à tourner. Puisque le gouvernement est dissous, il y a quand même le répondant administratif de l'État au sein des ministères, qui sont les secrétaires généraux des ministères. Donc, du coup, ils encadrent la continuité de l'administration. Donc, c'est tout à fait normal qu'on les responsabilise. Après, on demande à l'État, au pays de tourner normalement, de faire en sorte que la vie ne s'arrête. Ça, c'est la deuxième activité. Après, maintenant, il faut organiser la vie institutionnelle. Et donc, c'est classique, oui, c'est comme ça. Il faut organiser, il faut créer des institutions apparemment avec l'apparence constitutionnelle normale. C'est-à-dire qu'il y aura un test, une charte de transition, il y aura des autorités transitoires, il y aura un pouvoir pour un gouvernement de transition, il y aura une sorte d'assemblée transitoire, ils vont lui donner le nom qu'ils lui donneront, et bien sûr, ils vont voir dans quelle mesure, donc créer les différents pouvoirs qui permettront d'aller institutionnellement vers un nouvel ordre constitutionnel. En tout cas, ils ont quand même, les pouquistes ont quand même cette ingéniosité de donner des noms, de trouver des noms pour justement, en Guinée maintenant, on est en train de parler d'un comité national pour le rassemblement et le développement. On pense économie, on pense justement... si vous regardez dans le lexique des pushs, vous devez avoir une flopée de ces gens. Il y en a tellement. Il y en a depuis les années où des lustres ou les coups d'État, en tout cas depuis le lendemain des indépendances, où les coups d'État ont été légion. C'est pas les... En tout cas, si j'ai créé un comité national de redressement national, un comité de salut public, un comité de un mouvement de libération. Donc, voilà, de libération. Donc, voilà, donc si c'est que ça, franchement, on est ingénieux. Oui. Ce n'est pas que les Guinéens, je pense que c'est une fabrique africaine. Voilà. Et comme toujours, la CEDEAO condamne et demande la libération immédiate du président Alpha Condé. Classique. Oui, c'est des positions de principe. Les Nations Unies, hier, l'Union africaine, hier, la Côte d'Ivoire, la CEDEAO aujourd'hui, la France également. Tout le monde va le condamner. Tout le monde va condamner. Il n'y a aucun pays qui va dire j'accepte que merci Doumbia, vous avez bien fait d'être là. Personne ne le dira. C'est une situation de fait, c'est un coup de force déplorable, donc on doit déplorer, que tout le monde doit condamner. Et après, les gens, quand ils vont se mirer, se regarder, il faut bien qu'ils se posent les bonnes questions par rapport à la gestion de ces situations-là. Comme je le disais hier, il faudrait qu'on puisse travailler à asseoir des régimes solides, des systèmes et non des systèmes institutionnels et non des systèmes personnalisés. Dès lors qu'on essaiera des systèmes institutionnels et que des individus ne viendront pas imposer leur vision à l'État, hein, et que ils viendront comme des serviteurs de l'État, exerceront leur pouvoir et partiront, je suis sûr qu'on n'aura plus à faire face à cette situation-là. Comme je vous ai dit, la réponse à ces cas ne peut qu'être musclé, régional, ça peut être communautaire. Interne, ouais. Voilà, quand ça ne peut plus être interne, ça peut être communautaire. Il faudrait instituer, comme je l'ai dit, des mécanismes où, à partir du moment où les pays adoptent librement leur modèle, qu'ils essayent donc de donner une durée au respect de ces modèles pour qu'il n'y ait pas des perturbations ou des manipulations ou des situations un peu du genre de ce que nous déplorions au Mali, en Côte d'Ivoire et en Guinée. En tout cas, quand on se réfère à ces États, certains observateurs disent très clairement que c'est l'échec de l'intellectualisme africain. C'est pas faux, mais c'est pas l'intellectualisme africain qui échoue, c'est plutôt l'intelligentsia politique. C'est pas l'intellectualisme. Il y a des intellectuels, de bons intellectuels africains. Quand on parle de Cheikh Anta Diop, on ne peut pas dire que ce n'est pas un intellectuel. Quand on parle de Senghor, c'est vrai qu'il est français. Quand on parlait donc de Joseph Kizerbo, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas des intellectuels africains. Aimé Césaire, bon, non, lui, il est... Mais quand Biragou Diop, on a eu de grands intellectuels africains. Hein? Donc, on ne peut pas, quand on parle du président Abdiouf, quand on parle de président Zissou, quand on parle de président... même le président Souglo, c'est un intellectuel africain. Donc, on peut citer beaucoup donc, de grands intellectuels africains. Alors, c'est que l'intellectualisme africain a échoué, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est l'intelligentsia politique. C'est-à-dire que ce qui se pose ici comme problème, c'est que dans les laboratoires
nos intellectuels fabriquent de très bonnes théories. À la pratique, ça pose se problème. heurte à un certain nombre d'aléas qu'il faut analyser comme une sorte de limite dans l'analyse de la pratique politique dans nos États. On a envie de faire la politique comme le colon nous a appris à le faire, elle l'a fait devant nous, mais ça fait 50 ans que le colon n'est plus là. Ça fait 60 ans que le colon n'est plus là. Alors comment on devait tirer leçon de nos errements. Un pays comme le Bénin, qui a, malgré la conférence de 30 ans, n'a pas cessé d'errer jusqu'à il y a quelques années. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Comme un pays comme la Guinée, qui a connu ses coups Touré, et Lansana Conté, peut continuer avec un intellectuel quand même comme le président Condé. Donc, là, on n'a pas de la fin de l'intellectualisme. C'est parce que, justement, il y a des cas comme des intellectuels à qui on a fait confiance et qui, hélas, quand ils prennent le pouvoir, non, c'est l'intelligence politique qui a des problèmes. Parce qu'il y a des intellectuels autour du président Alpha Condé qui auraient pu, enfin, il y a des politiques autour de lui qui auraient pu lui dire donc de stopper. Maintenant, effectivement. Avec des risques, bien évidemment, vous savez. Maintenant, si, comme je l'ai dit, il y avait une nette séparation entre les hommes de science, entre la science et la politique, entre la science, entre la doctrine et la politique, ça aurait permis à ceux qui sont dans les laboratoires universitaires, donc aux universitaires, d'être toujours dans la production et donc d'attirer l'attention d'un des leurs, comme le professeur Alpha Condé qui a basculé en politique, d'attirer son attention sur les dérives de son pouvoir, sur qu'à cet âge, il n'avait pas besoin d'un troisième mandat. Il lui aurait dit, ils auraient publié ça. Donc, parfois, la collusion entre les deux fait qu'on peut parler, donc, les gens peuvent parler d'intellectualisme en voulant parler de la classe politique. Ce n'est pas les mêmes choses nécessairement. Et là, en Afrique, les deux sont confondus. En tout cas, les plus heureux aujourd'hui, ce sont les prisonniers du régime d'Alpha Condé. Ils sont libérés. C'est l'une d'ailleurs des demandes, des requêtes donc, de la société civile guinéenne. C'est une bonne nouvelle pour les prisonniers de ce régime-là. C'est un classique. C'est un classique, tout simplement. Voilà, c'est un classique. Voilà. Agapit Napoléon Maforican, on va parler quand même, on va revenir donc au Bénin pour parler de l'année scolaire prochaine. Ça débute d'ailleurs le 20 septembre prochain et donc les enseignants sont appelés à se faire vacciner. Les journées pédagogiques d'ailleurs le 9 septembre, Agapit Napoléon Maforican, ce n'est pas encore une obligation, c'est une recommandation pour les enseignants. On va suivre. On va suivre parce qu'il y a beaucoup de résistance. Donc du coup, on va suivre. Je pense qu'il faudrait continuer avec la communication. Et comme je vous l'ai dit, il faut accompagner avec la communication sociale, la communication de masse. Il faut cibler les groupes, il faut aller vers les groupes. Je pense que, à moins que, parce que de deux choses, soit le gouvernement passe par la force et il en a le pouvoir. Nous sommes à une situation de crise. C'est une situation, comme je dis, une guerre. Donc le gouvernement peut prendre des mesures draconiennes. Alors où le gouvernement veut aller par la négociation, il faut une communication de masse. De toute façon, dans les deux cas, je pense qu'il faut nécessairement une communication de masse. Donc, qu'on veuille négocier ou qu'on veuille imposer, c'est bon d'asseoir. Donc, comme je dis, les parents d'élèves, les leaders d'opinion, on avait dit les gens de communication, donc tout ça. Je pense qu'il est important de continuer le travail et je pense que peut-être qu'on va réduire les résistances. Sinon, il y en a énormément. Malgré les mesures urgentes prises par le gouvernement. Non, les mesures urgentes sont des mesures. Les mesures urgentes sont des mesures de régulation, de gestion. Mais c'est pas c'est la population. Maintenant, les autres mesures sont des mesures individuelles. Aller se faire vacciner. Et ça, c'est pas aussi évident. Parce que tant que ce n'est pas encore une obligation, là où c'est une obligation, les gens n'ont pas le choix. Ils subiront la rigueur de la loi, ou des tests. Mais là où ce n'est pas encore une obligation, il faut continuer la sensibilisation. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique, expert en gouvernance. Un mot quand même sur le match nul des écureuils. On ne va pas quitter. Un mot sur le match nul des écureuils, oui. Parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. J'ai lu beaucoup de gens dire que c'est bon score. Non, ce n'est pas un bon score. C'est un mauvais score.
C'est un mauvais score. C'est un mauvais score. Je pense qu'on ne doit pas se contenter de ça. Hein, parce vous avez toujours rappelé dans les campagnes, dans ces genres il faut gagner à domicile. Il faut gagner à domicile et aller négocier. Donc, du coup, on vient d'annuler notre victoire à Antananarivo. Là maintenant, parce que 4 points, 2 points pour l'autre. On devrait être à 6 points. On devrait être à 6 points. Heureusement, on peut dire qu'on n'a pas perdu, c'est déjà ça. Mais le match n'est pas un bon match. C'est pas un bon score. Pas un bon score. Je pense qu'il faudrait que l'entraîneur, le sélectionneur puisse suffisamment le briefer ses joueurs, les travailler moralement pour qu'on ne perde plus de points à domicile. Si on veut aller vraiment. Sauf si, bon, si l'essentiel c'est juste de participer, bon, on participera à la campagne. Et puis après, on disparaîtra pour regarder la phase finale à la télé. Malheureusement. Malheureusement, voilà. Rapide Napoléon, merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, merci donc d'avoir suivi votre chronique